Ceux qui ont rendu possible cette cérémonie, nos amis de la République des valeurs qui n'ont ménagé aucun effort ce dernier jour pour faire en sorte que nous puissions être dans les conditions optimales ce matin pour pouvoir discuter. Je voudrais également remercier la presse d'être présente ce jour et nous l'espérons, nous aurons des échanges larges et fructueux. C'est pour ces raisons que nous avons préféré dissocier la cérémonie de dédicace à proprement parler de la conférence de presse pour que les échanges les plus larges aient lieu sur ce sujet ô combien important. Nous venons d'observer 1 minute de silence à la mémoire des Sénégalais. Peut-être que pendant que l'on parle, d'autres Sénégalais sont en train de fuir Peut-être que pendant que nous sommes en train de parler, les Sénégalais sont en train de fuir ce navire, ce Sunugal, qui ressemble à un bateau sans capitaine, sans cap, sans orientation précise, et où le désespoir est le mal le plus partagé, en dehors du coronavirus. Pourquoi cette situation? Et quand est-ce prendra-t-elle fin? Cette situation n'est pas due à une catastrophe naturelle ou au hasard. Elle doit assurément quelque chose à la politique économique de notre pays, dont, en l'occurrence, en l'espèce, le pendant ici, dans le domaine de la pêche, c'est les accords de pêche qui ont commencé, dont on a entendu parler, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler depuis Sénégal 92, ils étaient peut-être trop jeunes, et qui, par des artifices, ont permis aux partis politiques de l'époque et au gouvernement de l'époque d'organiser le pillage de nos ressources halieutiques pour soi-disant financer une campagne footballistique. Depuis lors, le Sénégal est connu pour avoir signé parmi les pires accords de pêche qui ont participé à faire de notre mer, de nos océans, des vides, alors que les côtes mauritaniennes ou bissau-guinéennes sont hautement plus poissonneuses. Nous voyons donc le résultat de nos politiques de contrat et du système de pillage institutionnalisé dans ce pays. Et ce système de pillage, de corruption, il se donne à voir à cœur ouvert. Aucun Sénégalais sérieux ne peut prétendre qu'il n'y a pas dans ce pays un système de corruption institutionnalisé qui fait d'ailleurs que l'action politique n'a plus d'autre finalité que l'enrichissement des uns et la mise à disposition des gouvernants de ressources qui leur permettent d'acheter la conscience des électeurs et du plus grand nombre. Et en conséquence de cela, on voit une extrême pauvreté qui fait que les pêcheurs, qui fait que les fiches de paysans qui ne peuvent plus vivre de l'agriculture, on l'a vu récemment en Dengalé ou ailleurs, et dans le Fouta, en Dendori, à Madiounare, où les mines de phosphate concédées dans des conditions inadmissibles à quelques individus qui ont mis le grappin sur l'ensemble des champs des paysans, a fini par rendre ces paysans pauvres et à les pousser dans des aventures risquées et parfois suicidaires. Et je voudrais dire que le livre qu'on va voir tout à l'heure ne parle pas que de scandale ou de pétrole. Nous parlons par exemple des premières vagues de Barça et de Barça, dans les pages 64 et 65, où je comparais ce que j'ai vu au Comores à ce que j'ai vu au Sénégal en 2006, étant représentant de la CETNAM à Dakar, et voyant les vagues de Sénégalais rapatriés par les opérations Frontex, avec quelquefois des dépouilles, sur les cercueils desquels on
placarder les photos des cartes d'identité ou des photos du monde. Et je me souviens, je le raconte dans le livre, du passage de Ousmane Ngom, qui est venu interroger leur gouverneur, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, qui était venu interroger leur gouverneur des gens qui avaient été rapatriés. Et moi-même, j'étais très surpris de constater que l'un d'entre eux disait, quand il leur avait dit, est-ce que vous repartirez à la mer après tout ce que vous avez vécu? L'un d'entre eux lui a dit, c'est ma 3e fois et je repartirai parce que ce pays ne nous offre aucune perspective. Et pourquoi il en est ainsi? Pourquoi les accords de pêche, les conditions dans lesquelles on octroie à un seul individu 300 hectares contre des populations en Ndingler qui ont le droit, ou ce qui se passe à Amadou Oumaré n'intéresse pas le Parlement qui doit se soucier de ces questions, n'intéresse pas la justice qui doit se soucier de ces questions. Quand il n'y a pas de justice dans un pays, quand il n'y a pas un Parlement dans un pays pour investiguer de ce qui se dit, de ce qu'on découvrira tout à l'heure dans la présentation du livre, alors il ne reste plus qu'aux citoyens de reprendre leur parole et de dire ce qu'ils savent en toute responsabilité. C'est pourquoi ce livre. Je voulais donc faire cette connexion entre la situation que nous vivons, les naufrages, la situation de ceux qui, pendant 30 ans, quand je parle de 92, quand je parle de Sénégal 92, c'était sous le régime perse. Et vous voyez dans le gouvernement actuel des reliques de ce régime. Quand je parle de Ousmane Ngom, c'était sous le régime de Ouad que déjà les premières vagues de Barça et Barça. Et il se trouve qu'aujourd'hui, comme par hasard, tous ces 3 régimes se sont retrouvés dans le gouvernement dernier d'arrangement. Et c'est pourquoi aussi, peu de personnes veulent qu'on parle de ce qui se passe dans ce livre qui ne concerne pas que Macky Sall. Pourquoi le livre? Après mon départ du gouvernement, je me rends que je suis en face d'une conspiration du silence, ce qu'on appelle une omerta, qui est la loi de la mafia, qui n'est pas la loi de la République, organisée autour d'un scandale des contrats pétroliers. Ainsi, c'est à travers la presse que moi, ministre en charge de l'énergie et des hydrocarbures, je découvre l'existence, après mon départ du gouvernement, 2 semaines après mon départ du gouvernement, je découvre l'existence d'un rapport de l'inspection générale d'État qui parle de 2012. Moi, je suis parti du gouvernement en 2017. Je vais essayer d'être très pédagogique, je vais aller lentement et donner les dates. En mai 2017, 22 mai, je découvre à travers le quotidien l'existence d'un rapport de l'inspection générale d'État qui date d'octobre 2012 et qui dit beaucoup de choses qui m'auraient intéressé. Mais comment cacher? Et ce rapport de l'inspection générale d'État contient des dépositions écrites, signées par des gens comme le directeur général de Petrosen, comme la directrice des hydrocarbures, qui étaient mes conseillers proches et qui ne m'ont jamais dit, malgré toutes les questions que je leur ai posées sur cette question. Donc, c'est là une conspiration de silence. À la suite de ça, j'ai réclamé, comme d'autres leaders d'opinion, qu'une commission d'enquête parlementaire soit instituée ou que des pétitions soient signées, que la justice se saisisse. Mais l'Assemblée nationale est restée inerte. La justice est restée muette sur cette question jusqu'en 2018, quand il y aura le scandale, ou 2019, quand il y aura la BBC. Donc la justice est restée totalement inerte. Donc, pour moi, qui était parti du gouvernement, comme on le verra tout à l'heure, sur la base de mon désaccord avec le contrat de Timis d'abord, puis de Total ensuite, je voyais que j'ai été victime d'une immense conspiration et que je devais prendre la parole.
d'autant que le simulacre en 2019 d'une justice qui dit que d'un appel à témoins, alors qu'ils peuvent avoir accès aux documents que je vais vous montrer tout à l'heure. Je dis que ça me donne à dire qu'il nous faut prendre nous tous notre responsabilité parce que l'intérêt national prime sur toute autre considération. Et parce que nos convictions qui nous avaient poussés en politique, c'était précisément de mettre les valeurs devant nous. Alors, j'avertis tout de suite pour ceux qui voudront nous entraîner dans ce débat, je ne parle pas de vous, mais il est déjà passé. On a beaucoup jasé sur des secrets d'État que j'aurais trahis. Ceux qui ont lu le livre sont incapables de pointer une seule page où il y aurait des secrets d'État trahis. C'est plutôt la révélation de conspiration contre l'État. Or, quiconque conspire contre votre État, votre responsabilité est de le dénoncer ou de les dénoncer. La responsabilité de tout citoyen qui est en face d'une conspiration contre les intérêts supérieurs de sa nation, c'est de les dénoncer. Et les secrets d'État, d'ailleurs, ne valent que pour préserver les intérêts supérieurs de la nation et non pour servir